Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha pour une nouvelle vidéo pour la partie troubleshooting ou introduction au troubleshooting. Donc là, on va parler de la trousse à outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les outils qu'on va utiliser pour le troubleshooting. Donc il faut savoir qu'il faut y avoir un minimum d'utilitaires ou d'applications qui peuvent nous servir à faire du troubleshooting au niveau de notre réseau. Alors, donc on va commencer par un outil que peut-être vous avez utilisé pour faire du troubleshooting au niveau de votre réseau. Donc c'est un outil qu'on utilise le plus souvent pour nous connecter sur un switch ou bien sur un routeur avec le câble console. Donc ou sinon on peut même l'utiliser pour le SSH, donc en mettant l'adresse IP et le port 22 ou bien même pour le telnet. Donc si on ne veut pas utiliser la fenêtre en CMD pour Windows, on peut utiliser l'outil PuTTY. Donc là, on peut voir rapidement les configurations qu'on peut faire sur cet outil. Alors, donc là, par exemple, donc si on veut nous connecter en serial, donc il faut mettre le COM, donc le bon numéro de COM. Donc ça, on peut le vérifier sur les paramètres du gestionnaire système. Donc il faut voir le port COM, soit avec un câble console directement à partir de notre PC vers le switch ou bien le routeur, ou bien généralement en passant par un adaptateur USB. Donc là, lorsqu'on installe le driver de cet adaptateur, donc il faut vérifier le port COM qui est affecté. Donc là, il faut faire attention au numéro de COM. Donc si on met le bon numéro de COM, donc juste après on fait ouvrir ou bien open et on se connecte sur notre switch ou sur notre routeur ou bien même notre ASA. Alors, si maintenant on veut voir les choses qu'on peut paramétrer ou bien les choses qu'on utilise le plus souvent comme configuration sur cet outil PuTTY. Donc là, surtout pour la couleur et pour la policy. Donc généralement, ça commence toujours par défaut avec une policy. Alors ici, donc là c'est par rapport à la couleur, donc soit par rapport au fond ou bien l'arrière-plan, soit par rapport au caractère. Donc ici, par exemple, ça c'est les couleurs qui sont par défaut. Après, on peut changer donc comme on veut. Pareil donc pour la policy. Donc là c'est pour le background, donc pour changer la couleur de l'arrière-plan. Et ça c'est pour les caractères, d'accord. Donc mais sinon on peut changer aussi, la policy. Donc on voit ici par défaut c'est 10, donc c'est des petits caractères. Le mieux c'est de passer à 12 ou bien à 14. Donc c'est plus pratique et c'est moins fatigant pour les yeux. Donc là on a vu de manière générale les choses qu'on utilise ou bien qu'on configure le plus souvent sur PuTTY. Donc le plus important c'est de savoir nous connecter en port serial en choisissant le bon numéro de COM et peut-être changer les couleurs. Alors donc ça c'était par rapport à l'outil PuTTY. Maintenant tout ce qui est browser, donc le mieux c'est d'avoir différents browsers. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications, par exemple tout ce qui marche en web, que ce soit pour Cisco ou bien pour les autres constructeurs. Donc il y a des applications par exemple qui marchent bien en utilisant l'Internet Explorer, mais ça marche pas si on utilise le Firefox ou bien le Chrome. Donc le mieux c'est d'avoir tous les browsers au niveau de notre machine. Comme ça, si ça marche pas pour une application avec, par exemple, Internet Explorer, on peut essayer avec les autres browsers. Et même peut-être Safari si on a une machine Mac. Alors, maintenant, tout ce qui est serveur FTP. Donc, tout ce qui est serveur FTP, il y a plusieurs outils qui sont gratuits qu'on peut télécharger sur Internet. Donc, en quelques mégas. Donc, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser comme serveur FTP, donc ils sont gratuits. Là, donc on voit l'exemple du TFTP 32, donc qui est une application en multiples utilités. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme serveur FTP, comme on peut l'utiliser en TFTP par exemple, on peut l'utiliser en DHCP, en syslog. Donc, ce qui est bien pour cette application, c'est une application qui est très légère en termes d'espace, donc ça prend pas beaucoup d'espace, et même pour l'installation, donc c'est très facile. En 2-3 clics, donc on peut installer cette application aux multiples utilités. Alors, si on peut juste voir rapidement, puisque je l'ai installé sur ma machine.
sauf que peut-être c'est pas exactement la même version. Donc là, on voit c'est du TFTPD 64 et là c'est du TFTPD 32. Alors, donc ici par exemple, on peut l'utiliser comme serveur TFTP, on peut l'utiliser comme serveur de log, donc le log viewer. Alors, clear. Donc je peux revenir en arrière, browse. Donc là c'est pour spécifier le fichier où est-ce que je vais stocker tout ce qui est fichier. Alors donc global ici par exemple les fonctionnalités qu'on veut activer. Donc si je veux l'utiliser juste comme TFTP, je vais activer juste le TFTP. Mais sinon je peux l'utiliser comme TFTP serveur, TFTP client, SNTP serveur, syslog, DHCP et même DNS serveur. Et on peut même activer les PV6. Donc là, c'est pour vous dire que c'est vraiment une application très intéressante du fait qu'elle est très légère en termes d'installation et d'espace mémoire qu'elle va occuper et par rapport aux multiples fonctionnalités qu'on peut activer sur cette application. Donc, elle est très très recommandée comme outil pour le troubleshooting réseau. Alors, maintenant, on passe à tout ce qui est serveur DHCP. Donc, pareil, donc soit on utilise l'application qu'on vient de voir, ça veut dire le TFTPD 32, ou sinon, on peut utiliser même le DHCP du système d'exploitation, donc que ce soit pour Windows ou bien pour Linux. Ou sinon, il y a d'autres applications, pareil, donc qui sont dédiées, qui peuvent jouer le rôle du serveur DHCP. Donc là, on a un petit exemple, Serva. Donc là, c'est une application qui peut jouer le rôle d'un serveur DHCP. Donc il faut spécifier le pool, il faut spécifier l'adresse IP de gateway, donc tout ce qui est DNS, plus tout ce qui est informations qui sont liées au protocole DHCP. Alors, un outil qui est très très utilisé et qui peut nous aider à troubleshooter au niveau de notre réseau, c'est le sniffer de trafic très connu, c'est le Wireshark. Donc Wireshark est la solution idéale qui permet d'analyser tout le trafic qui passe par une carte ou par plusieurs cartes. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut pointer ce Wireshark sur une interface ou bien sur une carte réseau, donc soit une carte filaire ou bien une carte Wi-Fi. Et il est possible d'analyser en détail tous les paquets entrants et tous les paquets sortants. Ça veut dire qu'on peut voir l'adresse IP destination, l'adresse IP source et même tout ce qui est numéro de port, tout ce qui contient ou bien tout ce qui est contenu dans la trame ou bien dans le paquet. Donc là, on peut par exemple lancer le Wireshark et on va faire une petite simulation juste pour voir toutes ces informations. Alors, donc je viens de lancer mon Wireshark, donc c'est ça l'application. Donc pareil, c'est une installation avec une installation très rapide. Donc on peut cliquer sur le bouton Start pour démarrer l'application. Après, on peut y aller ici au niveau de capture, donc interface. Donc là, il faut choisir l'interface qu'on veut utiliser ou bien sur laquelle on veut sniffer du trafic. Donc là, il va détecter toutes les cartes réseau que j'ai au niveau de mon PC. Donc il y a la carte Wi-Fi, il y a la carte filaire, donc il y a tout ce qui est Bluetooth. Après, il y a tout ce qui est machine virtuelle, donc soit avec VirtualBox ou bien avec VMware. Vu que j'ai installé les deux et j'ai des cartes virtuelles au niveau par rapport aux deux logiciels. Donc moi, ce que je vais faire, je vais choisir le Wireless Network Connection. Ça veut dire ma carte Wi-Fi. Comme moi, je suis connecté Internet avec cette carte. Donc on va cliquer sur Start. Donc là, on va voir tout le trafic qui circule. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer, par exemple, un ping. Alors, donc on va lancer un ping vers l'extérieur. Donc je vais faire un ping, par exemple, vers le 888. Donc c'est une adresse publique qui existe. D'accord? C'est un serveur quelque part. Donc je vais faire un ping, ou même je peux faire un ping continu, -t. Voilà, donc c'est un ping continu. Maintenant, ici, donc il y aura forcément du trafic qui circule par rapport à ça. Sauf que, comme il y a beaucoup de trafic, donc on ne peut pas voir directement ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on peut mettre ici un filtre, on va dire par rapport au protocole ICMP. Donc c'est le ping qu'on vient de lancer. Comme ça, il va nous filtrer tout le trafic
qui est en train de sortir et de rentrer par rapport au protocole, donc ICMP. Donc là, on va voir que les paquets qui sont en ICMP. Et là, effectivement, donc on voit le ping, donc avec une adresse IP sur 192.168.1.13 qui est mon adresse IP, et le 888 qui est l'adresse IP de destination, d'accord? Et comme le ping c'est un aller-retour, donc là on voit qu'il y a d'autres paquets, donc ça veut dire c'est le ping qui sort à partir de ma machine, et ça c'est le ping qui revient à partir du serveur 8.8.8, d'accord? Donc le ping c'est un aller-retour, donc on a toujours un paquet qui va vers ce serveur et un paquet de retour avec une adresse IP source, donc les deux adresses IP qui vont s'inverser. Donc l'adresse qui était en source, elle va être en destination, et celle qui était en destination, elle devient en source. D'accord? Donc là, on peut voir, après on peut voir les détails. Donc si je sélectionne ça, donc j'ai la trame, donc on peut voir tout le contenu de cette trame avec tous les champs. Donc là, c'est vraiment les choses en détail. Donc ça, c'est pour le niveau 2. On peut voir même les choses pour le niveau 3. Donc là, on voit bien l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Après, on peut creuser à l'intérieur du paquet pour voir le contenu de tout ce qui est champ au niveau IP. Donc là, on voit même le time to live, donc le champ TTL, le protocole, etc. Après, donc là, c'est le niveau le plus haut. Donc, tant qu'on monte, on va voir, et on finit toujours par la data, donc le contenu de la data, donc c'est juste un ping. Donc, si c'était de la data, on va voir le contenu ici au niveau de ce champ data de 32 octets. Alors, donc ça, c'est pour le Wireshark, donc un outil que vous allez sûrement utiliser pour le troubleshooting de votre réseau, donc pour sniffer le trafic entrant et le trafic sortant. Alors maintenant, on passe à la partie Wi-Fi. Donc si vous avez un réseau Wi-Fi, donc peut-être que vous allez faire du troubleshooting en utilisant donc des applications qui vous permettent, par exemple, d'analyser votre réseau Wi-Fi. Donc un exemple d'application d'un analyseur Wi-Fi, donc NSS Hider est un logiciel très simple pour analyser les réseaux Wi-Fi. Donc il va analyser tout ce qui est point d'accès, tout ce qui est SSID, tout ce qui est canal, puissance, sécurité. Donc beaucoup plus la sécurité. Donc là, c'est une partie qui est très très importante et très délicate pour le réseau Wi-Fi. Donc il faut vraiment insister sur la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui est ouvert, donc tout le monde peut capter les ondes Wi-Fi qui peuvent se connecter juste à voir le nom de l'SSID. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur cette partie sécurité. Il faut vraiment sécuriser le réseau avec si on fait du Wi-Fi. Alors, à noter qu'il existe une version pour les smartphones. Donc ça, c'est encore plus. Donc c'est la tendance de plus en plus. Donc tout ce qu'on peut installer sur un PC, donc on a l'équivalent sur un smartphone avec une application. Alors, ce qui est bien donc avec ce genre d'application, donc ça permet d'analyser tout ce qui est point d'accès via une interface graphique. Donc on peut voir tous les points d'accès qui existent ou bien qu'on peut voir avec cet analyseur Wi-Fi. Donc tout ce qui est SSID, donc le service set identifier, donc c'est le nom qu'on va donner pour le Wi-Fi. Tout ce qui est canal, donc le canal là c'est très important pour le Wi-Fi. Donc qui dit canal, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fréquences ou bien les intervalles de fréquences. Donc il faut savoir qu'il y a une étude avant de faire une solution Wi-Fi, donc en se basant sur les fréquences ou bien tout ce qui est canal pour chaque SSID. Alors la puissance, là c'est pareil, donc ça marche avec tout ce qui est canal. La sécurité, donc il y a plusieurs techniques de sécurité. Donc il y a des sécurités légères pour un réseau d'une maison, d'une petite agence de voyage pour 5-6 personnes. Après, donc pour une solution professionnelle, donc pour des employés, il faut vraiment sécuriser en utilisant donc des techniques plus poussées dans la sécurité. Alors, tout ce qui est scanner réseau, donc un scanner réseau peut être pratique pour découvrir un réseau non connu. Il peut aussi être utilisé pour chercher une machine dont on ne connaît pas l'adresse IP. Alors, donc là, on peut citer deux exemples. Donc, si on veut faire un audit sur notre réseau, donc on peut utiliser l'outil Nmap par exemple. Nmap, c'est un outil très très puissant.
Donc, est l'un des scanners les plus puissants qui sont actuellement. Donc, il permet de découvrir le réseau basique. Il permet le scan des ports. Donc là, c'est très très important. Donc, il permet de scanner les ports. Donc, qui dit scanner les ports, ça veut dire quoi? Découvrir les failles de sécurité au niveau de notre réseau. Donc là, c'est très important. La détection de l'OS des machines. Donc, on peut savoir qu'est-ce qu'on a comme OS au niveau des machines. Donc, c'est des Windows ou bien des Linux ou bien autres. Des services qui tournent sur les machines. Donc, tout ce qui est service au niveau de chaque machine. Donc là, c'est très important. Donc, ça permet de faire vraiment un audit au niveau de notre réseau. Le LetScan est bien moins puissant que le Nmap. Donc, ça, pareil, c'est connu, mais c'est moins puissant que le Nmap. Mais il a l'avantage d'être très simple pour l'utilisation. Donc, ce qui est bien, c'est qu'un petit utilitaire qu'on peut installer très rapidement et qui peut nous servir à faire un audit au niveau de notre réseau. Donc au début, j'ai parlé de deux solutions. Donc là, on parle de plus sur des solutions pour faire un audit sur le réseau. Mais on peut y avoir un peu l'équivalent de ça, mais on va dire avec une solution qui est installée au fur et à mesure par rapport à notre réseau. Ça veut dire un outil de management pour notre réseau. Donc là, c'est plus pour la gestion des configurations et des gestions des iOS. Donc, on va dire à 50%, ça ressemble à ça, sauf que ces outils, c'est vraiment pour détecter les failles de sécurité au niveau de notre réseau. Donc, on va dire c'est beaucoup plus pour des audits. Et le deuxième cas, c'est plus pour la gestion, pour le monitoring du réseau. Alors, maintenant, on passe à la partie serveur de log, donc une brique qui est très très importante pour l'administration du réseau et pour le troubleshooting. Donc la partie log. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est qu'on va y avoir un serveur de log et c'est tous les équipements qui vont envoyer. Donc on a ici un serveur de log. Après on a des switches, des routeurs et peut-être même des serveurs. Peut-être même des serveurs au niveau de notre réseau. Donc on va configurer de telle sorte à ce qu'ils envoient tous leurs logs au niveau d'un serveur sur lequel on va installer une application qui va récolter tous ces logs. D'accord? Via une seule interface graphique, on peut voir tout ce qui se passe au niveau de tous nos équipements, que ce soit switch router ou bien firewall ou même serveur. Donc là, on voit l'exemple du TFTPD 32, pareil, donc la même application qu'on a vu au début, mais on peut voir, donc moi j'ai installé au niveau de ma machine. Donc j'ai installé un serveur de log, donc que je vais lancer tout de suite. Alors donc l'outil il s'appelle Syslog Watcher Pro, donc c'est un outil que j'utilise personnellement très souvent. Donc ce qui est bien c'est que c'est pareil, c'est toujours on reste dans les applications, les petites applications, mais qui peuvent nous servir à faire beaucoup de choses sur notre réseau. Donc ici c'est très simple, donc c'est d'installer l'application en quelques minutes. Après, juste cliquer ici sur Listen pour démarrer l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre outil, il va écouter sur le port 514 en UDP, donc le port qui est utilisé pour les syslogs. Alors, une chose très importante, il faut toujours retenir ce genre d'informations. Donc, c'est très important, surtout pour la partie sécurité, au cas où ça marche pas. Donc, pour le troubleshooting, la première chose à voir, est-ce qu'il n'y a pas un firewall qui bloque par exemple, si on parle de syslog, est-ce qu'il n'y a pas de firewall qui bloque le port 514 en UDP, le port qui est utilisé pour le syslog. Donc, on va cliquer sur Listen. Ici, après, on a la partie Setting, toujours. Donc, on commence toujours par la configuration de l'équipement. Donc, ça, c'est général. Après, donc, généralement, c'est l'emplacement. On va mettre les fichiers de log. Les networks, donc, on va spécifier. Et ici, par exemple, donc, il faut cocher ça, accepter les syslogs en UDP 514, donc le port qui est utilisé pour le protocole syslog. Après, donc, on a d'autres choses à configurer. Donc, il y a des choses qui viennent par défaut, des choses qu'on peut, par exemple, ici, on peut choisir le format XML, utiliser les interfaces. Donc là, on peut spécifier les interfaces. Après, donc, on a d'autres choses. Donc, en général, on laisse par défaut. Donc, sauf que si on veut configurer quelque chose de plus pour notre serveur de log. Donc, ici, on a une adresse IP. Donc, au niveau du serveur où on a installé cet outil.
Et après, donc la chose qu'il faut rajouter de plus, donc c'est de configurer l'adresse IP de ce serveur au niveau de tous les équipements qui vont envoyer leur log pour le serveur de log. Alors donc on va finir par un dernier outil qu'on utilise pour la partie firewalling, pour les ASA ou bien pour les PICS, c'est la SDM. ASDM c'est quoi? Donc c'est l'interface graphique qu'on va installer, qu'on va utiliser pour configurer les différentes règles de sécurité, pour configurer le NAT, pour configurer tout ce qui est fonctionnalité au niveau de l'ASA. Donc l'ASDM est indispensable si on souhaite administrer un ASA à Cisco. Donc il faut alors une chose, donc il faut faire attention par rapport au Java, donc ne jamais installer une mise à jour de Java après l'installation de l'ASDM. Et il est toujours conseillé de garder le fichier d'installation d'une ancienne version de Java sur votre ordinateur. Donc cela peut vous sauver la mise à jour en cas d'urgence. Donc l'idéal est toujours avoir la dernière version de l'ASDM. Donc pareil, donc on a différentes versions de l'ASDM et ça marche avec l'OS de l'ASA. Donc là, le plus important, c'est de savoir notre version ASDM, est-ce qu'elle est compatible avec l'OS qui est actuellement sur notre ASA. Donc c'est ça ce qu'il faut vérifier à chaque fois, c'est très important. Donc ASDM, donc pour finir cette partie, donc l'ASDM c'est l'outil, c'est l'interface graphique pour l'ASA. Pourquoi? Parce que sur tout ce qui est ASA ou bien PICS, donc le mieux c'est de faire les configurations en interface graphique, c'est plus simple que de les faire en CLI. Donc on peut toujours les faire en CLI, mais c'est beaucoup plus simple de les faire en interface graphique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu les différents outils qu'on utilise pour le troubleshooting. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc pour une nouvelle vidéo, donc on va voir tout ce qui est commande générale pour le troubleshooting. Alors donc pour le plan, donc on va commencer par des configurations générales. Ensuite on va voir les commandes qu'on utilise pour visualiser la table de routage, les commandes pour l'utilisation de CPU, les commandes qu'on va utiliser pour voir l'occupation de la mémoire, pour la virtualisation des interfaces, pour lister les modules et les commandes de ping, donc les différentes commandes de ping pour le troubleshooting. Alors, on va commencer donc par des configurations basiques, donc les commandes qu'on va utiliser peut-être le plus souvent pour voir le fichier de configuration. Donc, pour cela, j'ai utilisé le GNS, donc le lab pour le cours BGP, donc il y a un cours de Cisco de 5 jours, ça parle que du protocole BGP, et c'est la topologie qui est utilisée pour le lab, pour cette formation des 5 jours. Donc pour cela, on va lancer peut-être un ou deux routeurs pour voir les différentes commandes, ces différentes commandes qu'on utilise pour le troubleshooting. Alors, donc, on va lancer le routeur WG1R1, donc ce routeur, et on va commencer par les commandes les plus basiques. Donc la commande la plus basique, c'est un show running config, mais pourquoi j'ai pris cet exemple? Donc regardez bien, donc j'ai un fichier de configuration qui est assez long, donc il y a beaucoup de choses. Donc il y a la partie BGP, donc tout ça c'est la configuration BGP. Il y a la partie access, il y a des access lists, donc il y a des routes statiques. Il y a ce qu'on appelle les prefix lists, donc ça c'est pour le protocole BGP. Après il y a aussi les routes maps. Donc là c'est un fichier de configuration assez lent. Donc le mieux, donc pour ce genre de configuration, c'est d'utiliser donc les commandes plus spécifiques pour aller directement sur la partie qui nous intéresse. Donc pour afficher la configuration avec cette commande connue chevroning, on peut le faire, mais dans le cas où la configuration n'est pas trop chargée. Donc le mieux est de jeter un œil sur ou bien à l'ensemble de la configuration. Sinon, il est possible de filtrer donc la sortie de la commande en utilisant le pipe ici. Et après, on peut dire, par exemple, si vous faites un point d'interrogation, donc on peut faire un begin, un exclude ou bien un include.
Alors, la section ici, par exemple, donc l'option section, donc il y a aussi l'option section. Donc elle n'est pas affichée pour ce show. Donc si je vais faire, alors donc elle n'est pas supportée par cet iOS. Donc si je vais faire juste SBGP, donc on peut essayer les trois options. Donc si je vais faire begin par exemple et BGP, donc là il va m'afficher toute la partie BGP ou bien la partie de configuration BGP. Donc si je vais faire un include pareil, donc BGP, donc là il va m'afficher toutes les lignes où il y a le mot-clé BGP. Donc si je vais faire exclude BGP, donc là ça va être un peu plus long parce que il va m'afficher toutes les lignes où il n'y a pas le mot-clé BGP. Donc on va dire tout le fichier de configuration moins les lignes où il y a le mot-clé BGP. Alors donc l'option include, si on revient à la première action, ou bien begin, donc l'option begin elle permet de n'afficher que les lignes qui commencent par le mot-clé, par exemple BGP. Alors l'option include BGP, donc elle permet d'afficher que les lignes qui comprennent le mot-clé BGP, donc ce mot-clé BGP, et donc la dernière option exclude qu'on vient de voir, voilà, exclude, ça veut dire qu'il va afficher toutes les lignes où il n'y a pas le mot-clé BGP. Alors maintenant, on va passer au deuxième type de commande. Donc c'est pour voir les tables de routage. Alors la commande la plus connue, donc c'est la commande show IP route. Alors donc ça c'est la commande pour visualiser la table de routage. Donc on voit bien qu'il y a des routes. Le B c'est le BGP. Donc on voit bien qu'il y a des routes en BGP. Il y a des routes en C, ça veut dire les réseaux qui sont directement connectés. On voit des routes avec de l'eau. L'eau c'est quoi? Le O plutôt c'est le protocole OSPF, donc avec la distance administrative 110. Donc là, on voit bien que quand même, on a une grande table de routage. Maintenant, si je veux être plus précis par rapport à un réseau, je peux faire un show IP route, par exemple. Je fais du troubleshooting par rapport à ce réseau. Donc, au lieu de taper la commande show IP route et je vais voir toute la table de routage et je vais chercher le réseau qui m'intéresse, je peux faire un show IP route par rapport à un réseau directement. Et là, je vois l'information qui m'intéresse directement à travers ces deux lignes qui correspondent à ce réseau. Ça veut dire que le réseau, je peux le voir avec le protocole BGP en passant par cette interface et je le vois avec le protocole OSPF en passant par une autre interface. D'accord? Donc là, c'est plus précis avec cette commande. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a une petite table de routage, on peut se contenter d'un petit show IP route. Si on a une grande table de routage, on a beaucoup d'informations, on veut être plus précis pour un réseau, on peut faire un show IP route et le réseau qu'on cherche, donc juste après, et on a l'information directement. Alors, maintenant, pour tout ce qui est CPU. Donc, il peut être bon de contrôler l'utilisation CPU, donc c'est très important. Donc, pourquoi? Parce que si on atteint une certaine consommation CPU, ça veut dire que on risque que le routeur va être saturé. Donc, le mieux, c'est d'avoir, et ça c'est plus sur un outil de monitoring, donc avec une interface graphique. Ça veut dire au lieu de le faire manuellement à chaque fois, donc via une interface graphique avec des couleurs, on peut voir la consommation CPU. Mais sinon, on peut le faire avec des commandes. Donc la commande c'est show CPU process. Alors pourquoi ça marche pas? Donc show process, pardon, c'est show process CPU. Donc là on peut voir la consommation CPU sur les différents process. Donc par rapport au tout ce qui est protocole qui tourne, donc on a du BGP, on a de l'OSPF, on a des traps, on a des syslog, donc on a plein de choses au niveau
qui tourne au niveau de notre routeur. Maintenant, si on veut être plus précis, pareil, c'est un petit peu l'équivalent du show IP route et show IP route le réseau. Donc, on peut faire, par exemple, show process CPU pipe. Après, donc, on a les options de begin, exclude, include. Pareil. Donc, je peux faire, par exemple, l'exclusion. Donc, je veux bien qu'il m'affiche toute la consommation CPU par rapport à tous les protocoles, mais je ne veux pas qu'il affiche les process qui ne consomment pas de CPU, par exemple, comme ici. D'accord? Donc là, c'est pour minimiser la table de routage. Donc, je peux faire l'exclusion par rapport au 0, donc à tout ce qui est 0,00%. Donc là, on a une table moins, d'accord, moins que la première table où il y a plein de lignes qui a que des zéros. Donc au final, moi, je veux voir juste les process qui sont en train de consommer actuellement du CPU. Donc je vois qu'il y a que, au final, que ces trois process qui consomment pour le moment du CPU. Donc les autres, ils consomment pas, c'est tous des 0,00. Donc là, c'est une commande qui peut être intéressante pour nous pour faire du troubleshooting. Donc, une utilisation élevée du CPU peut être à l'origine de nombreux problèmes. Donc, c'est pour ça que on se pointe directement sur les process qui consomment du CPU. Alors, maintenant, tout ce qui est consommation de mémoire. Donc, avec un show memory, on peut voir la consommation mémoire au niveau de notre routeur. Donc là, on le voit bien. Donc le total, la consommation utilisée et l'espace libre. Donc là, pareil, donc on peut avoir beaucoup de lignes au niveau de ce show. Donc après, peut-être qu'il y aura des options. Donc on va juste vérifier est-ce qu'il y a des options par rapport à la mémoire. Donc pareil, donc je peux faire par exemple l'exclusion de tout ce qui est vide ou par exemple. Donc on va juste prendre une valeur comme ça au pif. Donc tout ce qui consomme ou tout ce qui est par exemple include, je vais prendre n'importe quelle valeur. Donc là c'est pour minimiser le nombre de lignes. Donc au lieu qu'il m'affiche toutes les lignes, donc on peut se pointer directement sur les lignes où on va mettre la valeur qui nous intéresse. Donc pareil, c'est le même principe pour la table de routage et pour le fichier de configuration de manière générale. Maintenant, par rapport aux commandes pour visualiser les interfaces. Donc la commande qu'on utilise le plus souvent sur un routeur, c'est show IP interface brief. Donc là, c'est une commande qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on peut voir le niveau 1. Donc là, c'est tout ce qui est niveau 1. On peut voir le niveau 2. Et on peut voir même le niveau 3, ça veut dire les adresses IP correspondantes à chaque interface. Donc ce qui est bien aussi, donc on peut voir les interfaces qui sont désactivées manuellement par l'administrateur, comme pour l'interface ici, l'interface serial 01. D'accord? Donc sinon pour les autres interfaces, on voit bien que le niveau 1 il est up, le niveau 2 il est up et on peut voir même les adresses IP pour chaque interface. Donc là, ça permet d'avoir une idée générale sur toutes les interfaces et par rapport aux trois niveaux du modèle OSI, donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc elle permet aussi d'avoir un aperçu rapide de toutes les interfaces, donc le statut, est-ce qu'il est up, est-ce qu'il est down, est-ce qu'il est administratively down. Donc le down indique que l'interface est activée dans la configuration, ça veut dire qu'on a mis un no shutdown, mais il n'y a rien en face. Alors, administratively down, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est désactivé manuellement par l'administrateur. Et le up, ça veut dire que l'interface est activée et qu'il y a un équipement en face. D'accord? Alors, sinon, on peut faire un show, par exemple, si on veut faire un show par rapport à cette interface, donc un show interface Ethernet 00. Donc là, pareil, on peut voir plein d'informations. Donc on peut voir l'adresse IP, on peut voir la bande passante, la taille de MTU, maximum transfer unit, donc il est à 1500 octets par défaut. Et sinon, on peut voir d'autres choses, donc par rapport au nombre de collisions, le nombre d'erreurs, le nombre de paquets entrants et le nombre de paquets sortants, et ainsi de suite. Donc on peut voir
plein d'informations avec cette commande. Alors, les choses, généralement, le réflexe de quelqu'un qui fait du réseau tout le temps, donc de voir cette ligne. Donc, le niveau 1, ça c'est le niveau 1, et ça c'est le niveau 2. Alors, une dernière partie pour les commandes. Donc, on va voir tout ce qui est connectivité avec les autres équipements. Donc, la commande ping est très connue, mais il y a quand même des choses à savoir dessus. Donc, la commande la plus standard qu'on connaît, c'est la commande ping avec une adresse IP de destination, par exemple ping 10.1.1.1. D'accord? Mais sinon, on peut rajouter des arguments. Donc, si l'équipement possède plusieurs interfaces, donc il est bon de préciser l'interface utilisée pour lancer le ping. Donc là, par défaut, le ping, il sort avec l'adresse IP source de l'interface de sortie, mais on peut spécifier en disant, par exemple, source, alors ping, l'adresse IP de destination. Donc, on va voir si notre iOS supporte cette commande. Donc, malheureusement, donc la version sur laquelle on est de cet iOS, donc on n'a pas l'option de source, mais sinon sur les autres versions, donc on peut faire source et l'interface de sortie. Par exemple, je vais spécifier l'interface serial 0/1 par exemple. D'accord? Donc ça c'est une commande qui est opérationnelle sur certaines versions d'iOS. Ou même on peut spécifier la taille du paquet. Size, pardon, c'est avec un E, et je vais mettre par exemple 10 000 au lieu de la valeur par défaut. Donc il est possible de spécifier la taille des paquets, donc exemple pour forcer l'envoi de paquets plus gros, d'accord? Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'on peut faire avec cette commande. Ou sinon on peut par exemple utiliser cette commande aussi, donc la commande repeat, donc le ping par défaut c'est 4 ou 5. Ça, c'est par défaut, mais après, donc on peut faire un ping continu. Mais si on veut pas faire un ping continu, par exemple, un ping qui dépasse les 5 par défaut, je peux faire un ping, par exemple, 50. Ça veut dire qu'il va faire le ping 50 fois au lieu de le faire 4 ou 5 fois par défaut. D'accord? Donc tout ça, c'est des options pour cette commande ping qu'on utilise souvent au niveau du réseau. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo pratique à 100%. Donc on a vu les différentes commandes pour le troubleshooting. Donc on a commencé par les commandes de manière générale, donc le show running et le show running avec des arguments. Donc on peut spécifier on peut faire l'exclusion de certains mots-clés, l'inclusion de certains mots-clés, et si on veut pareil afficher toutes les lignes qui contiennent un mot-clé. Donc ça c'est possible avec la commande show running pipe et faire soit l'exclusion, soit l'inclusion, soit l'affichage doit contenir un mot-clé. Donc tout ça c'est possible. Alors ensuite on a vu, donc si on revient juste au slide, on a vu les différentes commandes pour visualiser la table de routage. Donc, de manière générale, un show IP route, on peut voir toute la table de routage. Mais si on a une grande table de routage, on peut spécifier le réseau qui nous intéresse. Donc, ça permet de limiter le nombre de lignes pour l'affichage. Donc, tout ce qui est consommation de CPU, pareil. Donc, on a vu les commandes qu'on peut utiliser pour la consommation CPU. Et pareil, donc pour la mémoire, donc avec la commande show memory, donc on peut voir l'utilisation de mémoire et on peut rajouter même les arguments include, exclude et begin, donc pour minimiser notre affichage. La visualisation des interfaces, donc la meilleure commande pour les routeurs, c'est show IP interface brief. Pour les switches, c'est beaucoup plus show interface status. Alors on peut lister les modules pour tout ce qui est switch modulaire, donc comme les Catalyst 4000 ou les Catalyst 6000. Le ping, donc on a vu la commande ping de manière générale et le ping avec des arguments de plus pour avoir donc plus de détails. Donc on peut faire un repeat, un ping continu mais limité, par exemple 50 fois ou 100 fois. On peut faire un ping en spécifiant l'adresse IP ou bien l'interface de source pour l'adresse IP de source. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi.
et je vous demande rendez-vous pour les prochaines vidéos. On va voir plus donc les commandes de troubleshooting sur les switches et sur les routeurs. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform pour une nouvelle vidéo, toujours pour les commandes de troubleshooting. Donc là on va voir tout ce qui est commande de niveau switching, ça veut dire le niveau 2. Donc les différents protocoles de niveau 2. Donc on va voir comment afficher la table d'adressage MAC, comment afficher les VLAN, donc l'affectation des ports pour les VLAN, vérification de l'état du protocole Spanning Tree, et donc la partie haute disponibilité avec les trois protocoles, donc HSRP, VRRP et GLBP. Donc pour cela, on va utiliser le packet tracer, vu que les commandes, donc tout ce qui est commande switching, sont disponibles dans les switches du packet tracer. Donc avec cette topologie, donc la topologie qu'on va utiliser pour les différents scénarios de troubleshooting, donc que ce soit pour le niveau 2 ou bien pour le niveau 3, donc on a des switches et on a des routeurs. Alors la partie qui nous intéresse pour le moment, puisqu'on parle de commande switching, donc c'est au niveau des switches. Donc on a deux switches d'accès et deux switches de distribution. Alors la commande pour afficher donc la table d'adressage MAC, donc c'est show MAC address table. Donc on voit bien qu'on a une colonne avec pour les adresses MAC et on a une colonne pour les ports. Ça veut dire à chaque fois que je reçois une trame à destination, par exemple d'une machine qui a cette adresse MAC, je dois l'envoyer vers le port. Donc ici on a les ports channel, d'accord? Donc il y a un regroupement de ports physiques pour avoir des ports virtuels. Donc on a le port channel 13 et le port channel 23, deux ports channel. Donc au lieu des interfaces physiques. Donc c'est ça la table d'adressage MAC. Donc avec bien sûr une colonne pour les VLAN. Donc ça permet d'avoir une information de plus. Donc là on peut savoir que cette adresse MAC, donc correspondant à une machine, est connectée via le VLAN 20, via une interface qui appartient au VLAN 20. D'accord? Donc la commande c'est show MAC address table. Donc une commande qui permet de faire du troubleshooting pour savoir quelles sont les machines par exemple qui sont connectées derrière le port 1, le port 2 ou bien un port virtuel, donc un port channel. Alors maintenant tout ce qui est VLAN, donc on reste toujours dans le niveau 2. Donc avec la commande show VLAN, on peut voir tous les VLAN qu'on a créés. Donc ici par exemple, on va juste agrandir la fenêtre pour que ça soit plus clair. Show VLAN. Donc ici par exemple, on a le VLAN 1 qui est par défaut. Donc tous ces ports, ils sont affectés au VLAN par défaut, le VLAN 1. On a le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 200 qui sont créés par l'administrateur. Donc ici pour cet exemple, on a les deux interfaces, donc Fast Ethernet 01 et Fast Ethernet 02 qui appartient au VLAN 10. Alors tout ce qui est trunk, donc avec la commande show interface trunk, donc pareil, donc on peut voir toutes les interfaces qui sont configurées en trunk. Donc ici on a les ports channel, donc le port channel 13 et le port channel 23 qui sont configurés dans le mode on. Donc on a vu qu'il y a pour le trunk, donc il y a le protocole, pardon, donc c'est cette partie qui concerne le trunk, donc ça c'est pour le port channel. Pour tout ce qui est trunk, donc on a le protocole 802.1q qui est un protocole standard et le protocole ISL qui est propriétaire à Cisco. Donc on voit bien que les deux ports, les ports channel donc 13 et 23 sont configurés en trunk avec le protocole 802.1q. Donc ça c'est les VLAN load, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce trunk il va taguer quel VLAN. Donc par défaut c'est load all, ça veut dire il va taguer tous les VLAN. Par contre, pour la configuration, donc pour la configuration de ce switch ASW1, on voit bien que l'administrateur a configuré donc le port channel 13 de telle sorte à ce qu'il trunk, à ce qu'il va taguer uniquement les VLAN 10, 20 et 200, puisque le 1 par défaut, donc il veut pas le taguer, ce qu'on appelle le VLAN natif. Donc le VLAN natif n'est pas tagué pour le protocole 802.1q.
Ce qui n'est pas le cas pour le protocole ISL, donc qui tag ou bien qui encapsule tous les VLAN, quel que soit le VLAN. Donc la petite particularité de ce protocole par rapport à l'ISL, donc déjà qu'il est standard, et il va pas taguer tout ce qui est VLAN native. Donc par défaut, comme je l'ai dit, donc il va taguer tous les VLAN. Donc après, si on veut mettre un filtre de telle sorte à ce qu'il tague pas tous les VLAN, juste les VLAN souhaités, donc les VLAN qu'on souhaite qu'ils soient tagués. Donc là, on peut le faire avec une commande et on peut faire un show run pour justement voir la configuration des deux ports channel. Donc on voit bien que c'est configuré en .enqueue avec le mode trunk. Et au niveau, ça c'est au niveau des interfaces, donc les interfaces qui sont affectées au VLAN 10, donc l'interface 0.1 et l'interface 0.2. Alors on va aller juste au niveau des interfaces physiques qui appartient au port channel. Donc ici, l'interface 0.19 et 0.20, donc ils sont configurés en port channel 13 et pareil, donc ils sont dans le mode trunk. C'est normal. Et donc le port channel 23, donc ici, qui regroupe les deux interfaces, donc 21 et 22. Donc ça, c'est la configuration du port channel. Alors maintenant, on va passer au protocole Spanning Tree, donc un protocole qu'on a vu en détail dans le cours Switching avancé avec toutes les versions inspirées du protocole de base, le STP. Donc il y a le protocole RSTP et le protocole MSTP, donc le multiple Spanning Tree. Alors la commande la plus basique pour afficher le comportement du protocole Spanning Tree, c'est show Spanning Tree. Après, il faut spécifier, donc on va dire le VLAN 1, puisqu'on est sûr qu'il y a toujours le VLAN 1. Donc là, on voit bien qu'il y a une instance pour le protocole Spanning Tree pour le VLAN 1. Donc par défaut, c'est le protocole PVST qui est activé au niveau des switches Cisco. Donc, pour savoir est-ce que déjà notre switch il est root bridge ou non, donc on doit voir est-ce que on a la même adresse MAC au niveau des deux parties de l'affichage. Donc, la première partie, ça concerne le switch qui est root bridge et la deuxième partie, ça concerne notre switch, donc la SW1. Alors, donc on voit bien qu'il y a deux adresses MAC différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sûr que notre switch n'est pas root bridge. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, on voit bien qu'au niveau des interfaces, il y a un port qui est en route. Le route, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le port qu'on utilise pour aller au root bridge. Donc, encore une confirmation que notre switch il n'est pas root bridge. Alors, donc les ports, là on voit que c'est les ports channel et non pas les interfaces physiques, vu qu'on a regroupé les interfaces physiques dans des interfaces virtuelles. Alors, tous les ports, donc les deux ports, ils sont dans l'état forwarding, avec le rôle désigné pour le premier port et le rôle route pour le deuxième port. Donc, pour interpréter ce show, donc on va dire que notre switch n'est pas root bridge et le port channel 13 qui est utilisé pour aller au root bridge. Alors, si on veut faire du troubleshooting, donc on va juste vérifier c'est quelle interface, quelles sont les interfaces physiques qui sont regroupées pour le port channel 13. Donc, on voit bien que c'est le port, alors on le voit à la fin de la configuration, donc c'est le port 19 et le port 20 qui sont regroupés pour le port channel 13. Donc, si on revient à notre topologie, donc le port channel, il est ici, donc c'est ça le port 19 et le port 20. Donc le port channel 13, il est là. Alors, maintenant, on va voir d'autres commandes. Show, si on fait un show spanning tree, point d'interrogation. Donc on peut voir les interfaces. Si je veux voir l'état du protocole spanning tree pour une interface, par exemple la Fast Ethernet 0.19, donc je vois bien que le port 19 est bloqué. Donc le port 19 est bloqué pour l'instance du VLAN 1, le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 200. D'accord? Donc c'est le port qui est bloqué. Alors si on va refaire un show spanning tree pour revenir à la commande précédente, donc on voit bien que c'est le port 13 qui est route. Donc c'est le 13 qui mène vers le root bridge. Donc on va au niveau
du DSW1. Et si on fait un show spanning tree VLAN 1 par exemple au 10, donc on voit bien que c'est le DSW1 qui est root bridge. Pourquoi? Parce qu'on a déjà cette phrase qui dit que le switch il est root bridge. Après, on a les mêmes adresses MAC pour les deux parties. Donc la première partie et la deuxième partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre switch il est root bridge. Donc c'est le DSW1 qui est root bridge. Un dernier indice, tous les ports ils sont dans l'état forwarding et pour les rôles, donc il n'y a pas de port port qui est dans le mode dans le rôle route. Pourquoi? Parce que c'est le switch lui-même qui est root bridge, donc c'est logique de ne pas trouver des ports qui sont dans le rôle route. Alors, donc ça c'était pour la partie spanning tree. Juste une dernière commande, show spanning tree. Je sais pas si elle est supportée par le paquet tracer, donc elle est supportée, oui, c'est pour voir le mode active pour le protocole spanning tree. Donc là, on voit bien que notre switch, il est en mode rapide PVST. Ça veut dire, c'est le mode qui est activé par défaut pour le protocole spanning tree. Sachant qu'on peut activer le mode rapide spanning tree avec la commande spanning tree mode. Après, donc on a le choix entre le PVST et le rapide spanning tree. Donc on voit bien que le MSTP n'est pas supporté pour cette version de paquet tracer. Donc là, c'est pour vous dire que c'est vraiment, ça reste une application, le paquet tracer. Donc c'est bien pour l'ICND1, pour l'ICND2, pour certaines parties du CCNP, mais on peut pas, pour des fonctionnalités avancées dans le switching. Donc là, pour le moment, avec la version actuelle, c'est très limité. Alors, donc on vient de voir tout ce qui est commande pour le protocole spanning tree. Maintenant, on va passer à tout ce qui est redondance ou bien haute disponibilité. Donc les trois protocoles HSRP, VRRP et GLBP. Alors on va commencer par le protocole HSRP. Donc comme on est au niveau de la distribution, donc il y a le protocole HSRP qui est activé au niveau des deux switches, donc DSW1 et DSW2. La commande, c'est show standby brief. Donc c'est la commande avec laquelle on peut voir tout ce qui est configuration du protocole standby, le protocole HSRP. Donc pour voir quel est le switch ou bien le routeur qui est actif et quel est le routeur qui est standby. Alors ici, donc on voit bien qu'on a créé un routeur virtuel pour le VLAN 10. Donc le numéro du groupe virtuel, c'est le numéro 10. Là, on a configuré une priorité de 150. Le preempt est activé. L'état du switch DSW1, il est active. Donc active, c'est local. Et le standby, c'est le switch qui a, ou bien le routeur qui a cette adresse IP. D'accord? Donc ça doit être quoi? Ça doit être le deuxième switch, le DSW2. Alors, l'adresse IP virtuelle créée entre les deux switches de distribution, c'est 10.2.1.254. Donc, une adresse IP qui doit être dans le même réseau que les deux adresses IP qu'on a affectées pour les deux switches de distribution. Alors, on peut faire un show run pour voir la configuration complète de la partie HSRP. Donc, on le voit bien à ce niveau ici. Donc, c'est la configuration complète du protocole HSRP. Donc, interface VLAN 10, donc c'est le SVI. Une description pour l'interface. Une adresse IP, donc on a donné pour le SVI 10. IP helper, donc ça c'est pour le protocole DHCP. En fait, c'est pour forwarder les broadcasts vers le routeur qui fait serveur DHCP. Donc, c'est le routeur R1 qui est juste derrière les deux switches de distribution. Alors, standby version 2, c'est pour activer la version 2 du protocole HSRP. Standby 10, donc là, on va donner l'adresse IP du routeur virtuel qu'on va créer. Standby priorité 150. Standby preempt, c'est pour activer le preempt. Donc, on a vu cette fonctionnalité dans le cours switching avancé qui permet de reprendre le rôle de l'actif si on a un souci au niveau de ce routeur qui est actif. Donc après le rétablissement, donc il va reprendre le même rôle.
Alors, le tracking, donc ça c'est important, et c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, qui permet de faire du tuning, de l'optimisation de ce protocole. Donc cette commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un problème physique au niveau de cette interface, ou bien le lien qui va vers cette interface, donc la priorité, on va diminuer de la priorité. Donc si elle est de 150, elle va être à 140, ça veut dire moins 10. Ça c'est la valeur, donc 10 c'est la valeur par défaut. Après on peut donner par exemple la valeur 30. Donc pareil, si on refait le même scénario, on a un souci au niveau de l'interface physique. Donc au lieu d'avoir une priorité à 150, on va avoir une priorité de 150 moins 30, donc la valeur qu'on a donnée ici, et ça va être une priorité de 120. Donc ça permet peut-être au switch voisin de devenir active, d'accord? Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante pour l'optimisation du réseau. Alors, donc ça c'est la partie configuration HSRP au niveau du routeur, au niveau du switch de distribution DSW1. Donc si on va retaper la même commande, show standby brief, donc on voit bien cette adresse IP virtuelle qu'on a affectée ici, qu'on a donnée ici pour créer le routeur virtuel. Donc c'est ça l'adresse IP. Donc on la retrouve ici sur virtual IP pour la commande show standby brief. Alors on peut vérifier la priorité sur le deuxième switch de distribution. Donc je vais aller au niveau du DSW2 et je vais faire un show standby brief. Donc on voit bien que c'est le même groupe, c'est le groupe 10, sauf qu'ici on a la priorité à 145, donc inférieure à celle du DSW1 qui est à 150. Alors le preempt il est activé, sauf que le deuxième switch il est donc en standby, c'est logique puisque le premier il est en active. Donc ça c'est l'adresse IP qu'on a donnée pour le SVI10 au niveau du DSW2 et ça c'est l'adresse IP du routeur virtuel qui doit être exactement la même qu'on a donnée pour le DSW1. Ça veut dire qu'on a le même routeur virtuel entre le DSW1 et le DSW2. Donc là, c'est tout ce qui est commande pour la partie HSRP. Alors maintenant, on va passer au protocole VRRP. Donc le protocole qui est standard, pardon. Donc le HSRP, les propriétaires à Cisco. Le VRP, c'est un protocole qui est standard. Donc les commandes pour vérifier, donc le fonctionnement, ça reste toujours le même. Donc c'est basé en active standby pour le protocole HSRP et en master backup pour le protocole VRRP. Alors, donc la commande pour vérifier la configuration VRP sur l'interface, donc c'est show VRP interface, par exemple Fast Ethernet 00. Donc on voit bien qu'on a un groupe qui est dans l'état master, ça veut dire c'est l'équivalent de l'actif pour le protocole HSRP, avec une adresse IP virtuelle donc en 10.0.0.1 et une adresse MAC virtuelle. Donc pareil, donc puisqu'on a une adresse IP virtuelle pour un routeur virtuel, il faut qu'il y ait une adresse MAC virtuelle correspondante à cette adresse IP. On a toujours la notion de priorité et donc notre routeur, il est master, c'est l'équivalent de l'actif. Alors show VRRP brief, pareil, donc ça ressemble au show standby brief, donc on voit le numéro du groupe, on voit la priorité, on voit l'état de notre routeur et donc les adresses IP du routeur lui-même et l'adresse IP du routeur virtuel. Alors maintenant on va passer au protocole GLBP, donc ça reste à 80% toujours les mêmes choses, bien que le côté fonctionnement pour ce protocole est différent des deux premiers, donc différent un petit peu du protocole HSRP et du protocole VRRP. Donc la commande c'est show GLBP. Donc on voit bien les interfaces, on voit les groupes, on voit les adresses MAC virtuelles. Par contre ici pour le protocole GLBP, on peut y avoir plusieurs adresses MAC virtuelles, ce qui n'est pas le cas pour le HSRP et pour le VRRP. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo pour tout ce qui est troubleshooting de niveau 2, donc tout ce qui est protocole niveau 2.
Donc on a commencé par la table d'adressage MAC. On a vu les commandes pour les VLAN. On a vu les commandes de troubleshooting pour le trunk, pour les VLAN et pour les port channel. On a vu les commandes de troubleshooting pour le protocole spanning tree. Et on a fini par les protocoles de redondance de passerelle, donc le HSRP, le VRRP et le GLBP. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Donc pour une nouvelle vidéo, on va voir les commandes de troubleshooting sur le routage. Alors on va commencer par tout ce qui est commandes pour le protocole UGRP. On va voir les commandes pour le protocole OSPF, pour le protocole BGP et on va finir par les commandes pour tout ce qui est Access List. Alors donc pour cela, on va utiliser cette topologie à plusieurs routeurs en GNS3, sachant qu'on a tous ces protocoles donc configurés au niveau de tous les routeurs. Donc on a le protocole UGRP, on a le protocole OSPF et on a le protocole BGP au niveau de tous ces routeurs. Alors donc on commence par le protocole UGRP. Donc la première commande qu'on utilise pour savoir si c'est bien configuré, donc c'est de vérifier le voisinage avec la commande donc show IP UGRP neighbor. Donc là c'est la commande qui permet de voir les voisins. Donc là on voit effectivement qu'on a un voisin avec cette adresse IP et qui est connecté via l'interface virtuelle donc serial 00.100. Donc on peut voir aussi, donc ce voisin, il est depuis combien de temps? Donc là on le voit bien depuis 5 minutes 45 ou 46 secondes. Donc plus d'autres informations par rapport au paquet. Alors, donc deuxième commande, donc c'est de vérifier la table de routage. Donc show IP route. Donc là on peut voir toutes les routes avec les différents protocoles, donc BGP, OSPF et le protocole BGP, donc avec la lettre D. Donc si on fait un show IP route, alors on va faire juste la même commande, sauf que ça sera pour les routes EIGRP. Donc là on voit bien les routes en D, ça veut dire que les routes du protocole EIGRP. Donc exemple pour joindre ce réseau, donc il faut passer via l'interface qui a cette adresse IP. Et ici on voit la distance administrative du protocole UIGRP. Et ça c'est quoi? C'est la valeur de la métrique pour ce chemin. D'accord? Donc pareil pour les autres réseaux, c'est la même chose. Alors on peut même tenter la commande show IP EIGRP topologie. Donc la table topologie, on a vu dans le cours routage avancé que on a combien de tables pour le protocole UIGRP? Donc on a 3 tables. La table des voisins, la table topologie et la table de routage. Donc on a vu la table des voisins, on a vu la table de routage. Et là, c'est la table topologie, donc avec la notion de successor et fusible successor. Successor, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le meilleur chemin. Le fusible successor, c'est le chemin en backup. Ça veut dire si on a un problème par rapport au chemin successor qui est le meilleur, on bascule sur le deuxième qui est le backup. Donc ça, c'est la table topologie pour le protocole EIGRP. Donc pareil, donc on peut tenter la commande show IP protocole. Donc c'est là on va voir tous les protocoles qui sont configurés au niveau de notre routeur. Donc on voit bien qu'il y a le protocole OSPF avec le process ID A1. On a le protocole BGP avec l'AS 65001 et on a le protocole UIGRP avec l'Autonomous System 1, donc il doit être le même au niveau de tous les routeurs. Donc ça, c'est la partie UIGRP, les commandes qu'on utilise le plus souvent pour le protocole EIGRP. Maintenant, on passe au protocole OSPF. Donc pareil, donc pour le protocole OSPF, on commence toujours par un show IP OSPF neighbor pour voir la table des voisins. Donc là, on voit bien sur cet exemple qu'on a un seul voisin qui est le 197.1.3.1. D'accord? Full, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une convergence totale entre les deux routeurs. Donc, il est voisin depuis 21 minutes 59 secondes. Alors, ça, c'est la première table. Sinon, on peut faire un show IP OSPF topologie. Alors,
show IP OSPF database, donc pour vérifier la table topologie, donc du protocole OSPF. Donc on a vu, pareil, c'est des choses qu'on a vu en détail dans le protocole OSPF et dans le cours du routage avancé. Donc on peut passer directement à la table show IP route ou show IP route OSPF. Donc pour voir juste la partie OSPF. Donc on a vu qu'il y a des routes en haut. Donc tout ce qui est haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des routes OSPF standard. Après, on peut y avoir des routes en IA. Ça veut dire quoi? Inter-area. Donc ça, c'est les routes venant d'une autre area. On peut voir des routes en N1. Donc ça, c'est des routes de type 1 qui a été redistribuée dans une NSSA, No Source to Be Area. Donc c'est des choses qu'on a vues en détail, pareil, dans le cours routage avancé. Le N2, donc c'est des routes de type 2. Pareil, c'est des routes qui ont été redistribuées dans une NSSA, donc No Source to Be Area. Des routes en E1, external 1, c'est des routes externes, qui a une route externe qui ont été redistribuées et c'est de type 1, d'accord? Le type 2, donc puisqu'on a le type 1, on a pareil le type 2, donc c'est des routes externes qui ont été redistribuées dans une autre area, donc de type 2. Donc là, c'est juste, on a fait la différence entre tout ce qui est type 1 et type 2 pour les routes externes. Donc c'est des choses qu'on a vues dans la partie routage avancé pour le protocole OSPF. Donc là, on vient de voir les trois tables du protocole OSPF. Donc la table des voisins, la table de routage et la table topologie. Alors, juste une chose, donc si on revient au show IP OSPF neighbor, donc là on voit ce tiret, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la notion de DR et BDR vu que ça passe via une interface serial. Mais si c'était une interface Ethernet, donc si on veut faire un petit refresh par rapport aux choses qu'on a déjà vues dans le cours routage avancé, donc lorsqu'il s'agit d'une connexion Ethernet, ça veut dire un milieu broadcast, donc on peut y avoir l'élection d'un DR qui va être le chef et d'un BDR, backup DR, qui va être donc le futur chef si on a un souci au niveau du DR. Donc les relations de voisinage peuvent passer par plusieurs états, donc avant d'arriver à l'état full. Donc il y a l'état down, il y a l'état init, il y a l'état two-way, il y a l'état exchange, il y a l'état loading et au final ça passe à cet état, donc l'état full. Donc c'est juste un petit refresh par rapport aux choses qu'on a vues dans le protocole OSPF. Alors maintenant on va passer au protocole BGP, donc le protocole qui est utilisé pour beaucoup plus côté opérateur. Donc la première commande, c'est vérifier les voisins avec la commande show IP BGP Summary. Donc là, ça permet de voir tous les voisins, donc les adresses IP des voisins. Ça, c'est les adresses IP des voisins. Ça, c'est la version de BGP, donc on est à la version 4. Alors, ça, c'est quoi? C'est le numéro de l'AS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire numéro de l'AS où ce voisin, il se trouve. Donc, nous, on est sur quel AS? On est sur l'AS, ça on peut le voir avec show IP protocole. Donc, la commande qu'on a tapée tout à l'heure. Donc, on est au niveau de l'AS 67001. Donc, si je fais cette commande show IP BGP, alors show IP BGP, ça va. Donc, on voit bien que c'est des AS différents par rapport à notre AS. Ça veut dire quoi? C'est là on parle d'une relation EBGP, d'accord? Donc on a les IBGP et on a le EBGP. IBGP c'est Interior Gateway Protocol et le EBGP c'est Exterior Gateway Protocol. Donc si je fais un show IP BGP Summary, je vois des valeurs différentes au 65001. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des relations EBGP. Donc là c'est le nombre de messages envoyés et reçus. Là on voit depuis combien de temps ce voisin, donc où j'ai cette relation de voisinage avec ce routeur qui a cette adresse IP. Et ça, c'est très important. Donc, c'est le nombre de préfixes ou bien de réseaux que ce voisin m'a envoyé. Donc, c'est la commande pour voir
la table des voisins. Maintenant, si on fait un show IP BGP, ça c'est pour voir la table BGP. Et ça c'est très important, donc pour interpréter ce show. Donc là, si on prend l'exemple de ce réseau, par exemple, pour joindre le réseau 10.0.0.0, je peux passer par le voisin qui a cette adresse IP et je peux passer par le voisin qui a cette adresse IP. Alors là, c'est un peu exceptionnel. Pourquoi? Parce que on a deux chemins différents, mais en passant par le même voisin. Sauf que la chose qui fait la différence par rapport à ces deux chemins, c'est le chemin des AS, ce qu'on appelle l'AS path, ou bien le chemin par lesquels, quel AS on doit passer. Donc en passant par ce chemin, je vais traverser un seul AS. En passant par ce chemin, je vais traverser deux AS, d'accord? Et justement, c'est la chose qui va faire la différence pour le choix du meilleur chemin pour ce cas précis. Donc là, avec ce symbole supérieur, ça veut dire que c'est le meilleur chemin. Donc le meilleur chemin pour joindre le réseau 10.0.0.0, c'est de passer par le routeur qui a cette adresse IP. Donc le meilleur chemin, pourquoi? Parce qu'on va traverser un seul AS, d'accord? Donc c'est l'AS path qui va être déterminant pour le choix du meilleur chemin pour ce cas précis. Mais sinon, ça peut être un autre facteur, un autre attribut. Donc là, on parle d'attribut, d'accord? Le protocole BGP, le choix ou bien la sélection des chemins, c'est comme un algorithme. Donc attribut par attribut. Pour ce cas, c'est l'attribut AS path qui va être déterminant pour le choix du meilleur chemin. Alors, sachant que il y a d'autres attributs, donc il y a le weight, il y a local preference, il y a le weight, il y a le local preference, plus d'autres attributs. Alors, on prend un deuxième exemple. Ici, pour le réseau, par exemple, 128.26.0.0, donc on a deux chemins possibles par deux voisins différents. Donc le meilleur chemin qui a ce symbole, c'est en passant par les deux AS, donc 22 et 26, au lieu de passer par l'AS 20, 42 et 26. Donc le meilleur chemin, c'est ce chemin. Alors, donc, ce qu'il faut retenir du show IP BGP, donc la première colonne, donc avec l'étoile signifie que la route est valide, ça veut dire on a un chemin vers ce réseau. La deuxième colonne, donc par rapport au chevron, donc signifie que c'est la meilleure route disponible pour cette destination. Donc ici, par exemple, la route, donc il n'y a pas de choix. Donc le meilleur chemin, c'est en passant par ce routeur qui a cette adresse IP. Alors, la troisième commande, donc c'est les réseaux de destination. Cette commande, donc c'est le next hop, ça veut dire le prochain saut pour joindre la destination. La métrique, donc on a des zéros ici, donc c'est un attribut constituant la métrique totale. Local préférence, pareil, donc c'est un attribut constituant la métrique totale. Le weight, c'est pareil, donc c'est un attribut. Et le path, donc c'est les AS par lesquels il faudra passer avant d'arriver à la destination. Alors, si on revient juste en arrière par rapport à la commande qu'on a vue, donc juste pour voir, donc colonne par colonne. Donc la première colonne, c'est le neighbor ID, ou bien l'ID du voisin. Le V, donc c'est la version BGP, là on est à la version 4. L'AS, donc c'est le numéro de l'autonomieux système du voisin. Cette colonne, c'est le nombre de messages reçus, donc tout ce qui est update et tout ce qui est keep live. Les messages envoyés, donc c'est le nombre de messages envoyés. Le TBL vert, ça c'est la dernière version de la table de routage envoyée. Donc ça c'est à comparer avec la version locale. Le in queue, donc le in queue c'est le nombre de messages en file d'attente venant du voisin. Donc là pour quelques routeurs ça va, donc on a toujours la valeur 0. Mais si on avait beaucoup de routeurs, plusieurs routeurs avec plusieurs réseaux, donc là on risque d'avoir des valeurs différentes à 0 ici. Le out queue, pareil, donc c'est le nombre de messages en file d'attente à envoyer chez le voisin. Donc là c'est en entrée et là c'est en sortie. Le up down, donc depuis combien de temps notre voisin est up. Et ça c'est le nombre de préfixes
ou bien le nombre de réseaux reçus par ce voisin. Donc là, ça veut dire qu'on a reçu 23 réseaux à partir de ce deuxième voisin et 4 réseaux à partir de ce voisin. Donc ça, c'était la partie BGP. Maintenant, on passe à tout ce qui est access list. Alors, donc pour voir les access lists, la meilleure commande, c'est show IP access list. Donc là, ça permet de voir, par exemple, on a ici une access list qui fait la redistribution du protocole OSPF vers le protocole BGP. Donc avec un show IP access list, on peut voir cette access list ou d'autres access lists si on avait. Donc là, pour l'exemple, on a une seule avec les différentes règles. Donc on a 4 règles avec un réseau de source et quel que soit le réseau de destination. Donc, vous pouvez voir si ça match, s'il y a des paquets qui ont matché avec cette access list. Donc, si on avait par exemple des paquets qui matchaient avec cette règle, on peut voir entre parenthèses par exemple un nombre 10 ou 20 ou 30, donc le suivant le nombre de paquets qui ont matché avec cette règle ou la deuxième ou la troisième ou même la quatrième règle. Donc ça peut être intéressant pour le troubleshooting pour voir est-ce qu'il y a des paquets qui sont concernés par les règles qu'on vient de créer pour une access list. Alors, on peut facilement voir aussi donc où sont appliquées les access lists. Donc, lorsqu'on crée une access list, il faut l'appliquer sur une interface en entrée ou bien en sortie. Donc, pour visualiser ça, on peut faire un show running pipe s interface. Donc, si on fait un show run, donc comme sur cette version, donc la commande section n'est pas supportée, d'accord. Donc il y a que le begin, exclude et include. Donc sur certaines versions, il y a la commande section. Donc ça permet de nous pointer directement sur l'interface. Donc là, comme c'est pas supporté, on est obligé de faire un show running pour voir l'interface où cette access list est appliquée. Donc on le voit bien qu'elle est appliquée au niveau de cette interface, donc l'interface Ethernet 0.0, d'accord. Ou sinon, on peut faire un show run. Par exemple, si on avait créé l'access list, donc on va faire juste des copier-coller, vu que le nom de l'access list est un peu lent. Donc là, ça permet de nous pointer directement sur les lignes où on peut trouver donc la commande OSPF redistribute to BGP. Donc on voit bien qu'elle est bien activée, bien appliquée sur une interface, mais malheureusement encore une fois, donc cette commande n'est pas suffisante pour voir quelle interface où cette access list est appliquée. Donc on est obligé de faire un show running. On le voit bien ici qu'elle est activée au niveau de cette interface Ethernet 0.0. Donc on voit bien la commande IP access group in. Donc les access lists, c'est l'access list en elle-même avec un show access list et donc l'interface où cette access list est activée, donc avec un show running ou bien un show running pipe section et l'interface. Donc il faut spécifier l'interface pour trouver où cette access list est appliquée. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo pratique à 100%. On a vu les commandes de troubleshooting pour chaque protocole. Donc on a commencé par le protocole UIGRP. Donc ça commence toujours par un show IP UIGRP neighbor pour voir les tables des voisins. Show IP UIGRP topologie pour voir la table topologie. On finit toujours par la table de routage, donc la table qui nous intéresse. Alors, le protocole OSPF, pareil. Donc avec un show IP OSPF neighbor pour la table des voisins, un show IP OSPF database pour voir la table topologie, après un show IP route OSPF pour voir les routes en OSPF avec les différents types de routes pour le protocole OSPF. Donc on a vu les routes en haut, OSPF standard, il y a les OSPF inter-area, il y a les OSPF N1, il y a les OSPF N2 et les E1 et les E2. Donc là, c'est tout ce qui est route externe. Et ça, c'est par rapport
à la notion de NSSA qu'on a déjà vu, donc le No Supposed to Be Area. Donc là, c'est plus par rapport à l'architecture du protocole OSPF. Donc on a vu les commandes de troubleshooting pour le protocole BGP. Donc il y a la commande show IP BGP summary pour voir les voisins, donc avec toutes les informations au niveau des différentes colonnes. Et show IP BGP, donc le plus important, c'est de savoir interpréter surtout la table show IP BGP, donc de faire la différence entre les routes qui vont être stockées au niveau de la table de routage et les routes qui sont valides mais qui ne sont pas forcément acceptées pour la table de routage. Donc on a fini par les commandes pour tout ce qui est access list. Donc on a vu qu'avec une commande show IP access list, on peut voir les différentes access lists configurées au niveau du routeur et l'application de cette access list, donc au niveau de quelle interface. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre.